concentré sur le débat, je vous le dis, je suis là pour choquer. Si tu nous dis que Rudy Garcia, il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi, il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Rodrigo, sa hype, elle a duré 2 matchs la saison dernière. Mbappé, aujourd'hui, il est plus populaire que l'équipe de France et que Didier Deschamps. Mbappé, demain, il monte au créneau. Il dit Deschamps, c'est une pompe. Ils font un changement d'entraîneur. T'es sûr que 48 heures après, Deschamps, il a sauté. Mais je sais. un con Dédé. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Je suis allé me faire la compile que ça mardi. La compile a duré 2 minutes, il n'y avait pas grand chose. C'était souvent les 3 bonnes tacles qui revenaient. Je me suis dit, attends, il y a que ça dans la compile. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Pendant des années, on se faisait dérouiller à chaque gros match. Ça fait penser à Rudy Garcia. Le match, il va débuter. Les 11 sur le terrain, ils vont se caguer dessus. On va sortir les pop-corn, on va observer tout ça. On va mourir, on va tous mourir. Moi, je n'y crois pas. On va se faire éliminer comme des putes. J'en suis sûr. J'ai déjà tout prévu. Le paquet de mouchoirs. Je veux pas voir ça. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Mbappé, c'est un remplisseur de brouettes. Par contre, quand il faut aller trousser les grosses équipes, malheureusement, c'est lui qui se fait remplir. Salut à tous, super content de vous retrouver pour un nouveau débat du Mondial 2026 du FC Copain. Alors là, c'est pas un débrief de match, là on va juste se faire une petite analyse d'un match qu'on rattrape. Et ouais, il y a eu deux, trois petits loupés dans la couverture du Mondial 2026, donc on rattrape 2-3 bases. Ça fait partie des équipes, des sélections que perso j'apprécie. Voilà. On a payé le maillot aujourd'hui. Donc, on va faire un petit débat Uruguay avant les matchs de la journée. On en a 4 encore. Donc, les copains, comme d'habitude, on va revenir dans quelques heures pour débriefer les États-Unis, le Maroc, le Brésil, la Turquie. Bref, on va normalement bien s'éclater encore aujourd'hui. Bon, les copains, comme d'hab, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Ça rend le débat plus vivant et c'est plus sympa de savoir si en gros je raconte des saucisses ou si je suis plutôt dans le vrai. Si vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner parce que on a besoin de ça pour faire grandir la chaîne, pour être de plus en plus nombreux à participer à ces débats et à je vais pas dire vous donner la parole, mais il y a un peu de ça quand même. Je rappelle à chaque fois que s'il y en a qui veulent participer au débat, qui veulent venir avec moi faire soit les débriefs, soit des débats sur la chaîne, un petit mail à copainfc@gmail.com et c'est parti. Voilà. Donc j'ai précisé tout le côté marketing, les copains, on peut y aller. On peut rentrer dans le vif du sujet et le vif du sujet, c'est quoi? C'est l'Uruguay. La Céleste. Alors, elle est peut-être un peu provoque cette question, mais forcément le match contre l'Arabie Saoudite a laissé des doutes. Donc, est-ce que l'Uruguay est un flop annoncé pour ce mondial 2026? J'ai peur de dire que oui. J'ai peur de dire que oui. Alors que cette sélection, elle a, pour moi, en fait, tous les arguments pour me hyper, pour me séduire. La grinta sud-américaine, le côté talentueux de certains joueurs. Et puis évidemment, il est pas uruguayen, loin de là, mais Marcelo Bielsa sur le banc, ouais, ça a un petit côté comment vous dire, hypant quand on regarde la sélection d'Uruguay. Et pour ce premier match, ouais, il y a de quoi être déçu parce que contre l'Arabie Saoudite, je repartage les compos et ce qui s'est passé à ce moment-là. On a une équipe. Je vais surtout m'arrêter dans cette vidéo. Je m'arrête plus sur l'Uruguay. C'est pas que je veux pas parler de l'Arabie Saoudite. On en parlera dans les prochains jours dans la couverture des matchs. Mais là, c'est vraiment une
une vidéo et un débat qui est concentré Uruguay. Donc encore une fois, les copains, si vous avez envie de donner votre avis, allez-y, n'hésitez pas. Donc on était parti avec un 4-2-3-1, mais déjà dans le 4-2-3-1, il y a un truc qui déconne pour moi, les copains. Et que déjà, est-ce que vous voyez tout au bout ce qu'il y a tout à droite de votre écran? Il y a un F Muslera. Ouais. Il y a un Fernando Muslera. Alors, les copains, je fais juste un petit truc. Fernando Muslera. En 2026. Sérieux, c'est sérieux? C'est vraiment sérieux? Pas vraiment rien d'autre que Fernando Muslera. Parce que déjà, les dernières saisons, il était un peu en souffrance. Il a eu un prime. C'est, je pense, sans aucun souci, le meilleur gardien de l'histoire uruguayenne. Je passe dans les années 60, mais pour moi, très clairement, c'est le meilleur. Mais alors, là, maintenant, faut arrêter. Parce que, on va y revenir, hein, les copains, mais Muslera, il est dedans, quoi. Il est dedans dans le flop du match contre l'Arabie Saoudite. Donc ensuite, on part avec Varela côté droit, côté droit, Cáceres et Oliveira en défense centrale. Alors là, j'avoue que je m'attendais pas forcément à cette défense centrale, parce que Oliveira, je suis pas un spécialiste ultime du joueur, mais Oliveira, pour moi, c'est un latéral. Donc je comprends pas trop comment Bielsa articule ça. Alors est-ce que il y avait un souci avec des défenseurs? Je suis assez je le dis souvent, j'aime beaucoup José María Jiménez. Alors bien sûr, c'est plus le José María Jiménez qu'on a connu par le passé, mais ça reste pour moi une vraie valeur sûre. Et Oliveira, pour moi, c'est plus un défenseur latéral. Alors oui, comme je le dis, il a pu jouer comment à ce poste-là par moment, mais on peut pas dire que ce joueur-là, il est habitué. Voilà. Maintenant, j'ai pas la ref si Jiménez était blessé ou pas. Donc bon, déjà, je suis un peu interpellé, mais bon, à la limite, Oliveira, c'est pas encore le plus gros problème. On a Viña sur le côté gauche, double pivot Betancourt avec Ugarte. Cohérent quand on regarde la liste des joueurs. Ensuite, ligne de 3 avec Viñas, Araujo et Valverde. Donc là, on arrive à un schéma un peu plus logique, même si Viñas, bon, c'est pas c'est plus un neuf, hein. C'est plus un neuf qui joue, on va dire, plus en pointe. Mais bon, à la limite, ok. Araujo, ok, ça, on peut arriver à comprendre. Et par contre, Darwin Núñez devant, je vais vous dire, là, dans tous les noms que je viens de citer, il y en a certains qui m'ont déçu. Et je pense qu'on est tous un peu d'accord. Je pense que le match d'un Darwin Núñez est pas bon. Je pense qu'un Darwin Núñez, je le sens pas en forme. Je le sens clairement pas dans les prédispositions de taper le gros mondial. Valverde dans ce poste, alors il l'a déjà occupé, c'est limite un poste, j'allais dire naturel, non, c'est pas naturel, mais un poste, oui, si, qu'il a déjà occupé avec le Real aussi. Et je trouve que c'est pas, on retrouve un peu le Valverde. Bon, on va revenir sur les tops et les flops de ce match après. Donc sur le papier, hormis la défense centrale, moi je vous le dis clairement, hormis la défense centrale
et peut-être la présence de Vignas en soutien de Nunez. Pour moi, c'est plutôt cohérent. Araujo, Valverde, Ugarte, Betancourt, bah pour moi c'est la et à la base non, mais c'est les joueurs sur lesquels tu peux vraiment t'appuyer pour faire ton milieu de terrain, ça pas de problème. Par contre, la défense centrale, je l'ai dit, Cáceres, Oliveira, tout ça pour faire de la place à Viña et Varela, je suis interpellé. Et bon, alors, on va pas faire de suspense, hein, je peux vous faire le résumé du match, vous avez dû le voir. Mais quand on regarde d'un peu plus près les stats, eh ben on s'aperçoit que déjà un truc un peu ouf, c'est que les deux équipes, elles ont couru la même distance. D'accord. Donc vraiment, hein, j'ai revérifié à plusieurs reprises, les deux équipes, elles ont couru la même distance sur 90 minutes. Donc bon, c'est quand même assez intéressant. Mais bon, c'est un détail. On se rend compte que l'Arabie Saoudite a très vite laissé le ballon à l'Uruguay. Parce que 67% de possession à 33, on est très clairement dans pas un attaque-défense, mais pas loin. Et à partir du moment où les Saoudiens ont réussi à ouvrir le score, le match a encore plus basculé dans on vous laisse le ballon et allez-y pour marquer. Et là, je suis obligé, hein, les copains, je l'ai dit tout à l'heure, Muslera, c'est pas possible. C'est pas possible parce que le but, c'est pour lui, en fait. C'est un ballon qu'il peut soit capter, soit, on va dire, dévier, mais pas devant, pas devant ses cages. Et on le sait très souvent dans ce genre de cas, le gardien qui dégage mal, il y a de la présence et de la densité dans la surface de réparation. Il y a 8-9 chances sur 10 pour que ça finisse par un but derrière. Donc c'est là qu'est un peu le problème pour moi de cette présence de Muslera. Alors je sais bien que Rochette, il était là en 2022. Franchement, il m'avait pas impressionné et depuis, il a pas semblé devenir la référence à ce poste au point de mettre Muslera sur le banc. Mais là, la réalité, c'est que tu es trahi par ton gardien. Et être trahi par ton gardien quand tu fais un tournoi international, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Donc, rien que pour ça, ça peut ressembler à un flop. Parce que si t'as pas réglé ton problème de gardien, on arrive au deuxième match de la compétition. Ça va être compliqué pour les Uruguayens de pouvoir espérer aller loin dans cette compétition. Maintenant, il y a des choses positives dans cette rencontre, c'est que malgré l'ouverture du score, les Uruguayens, ils ont pas lâché. Et là, on va dire qu'on retrouve un peu la marque, la patte d'un Marcelo Bielsa qui ne lâche, qui va rien lâcher et qui va, comment dire, continuer d'imprimer la même idée de jeu à son équipe, c'est-à-dire on ne pourra s'en sortir qu'avec le jeu, on ne pourra s'en sortir qu'en essayant, en tentant, quitte à certains moments à aller peut-être à se découvrir ou à laisser des espaces à l'adversaire. Mais l'Uruguay a été sur ce plan-là, on est obligé de le dire. Elle a été en capacité de pouvoir vraiment faire infléchir la rencontre. Et quand on regarde de plus près le momentum, les copains, on se rend bien compte que toute la deuxième période, c'est un attaque-défense. Hein. Alors maintenant, on va se poser vraiment cette question-là parce que quand on regarde, il y a quand même deux grosses occasions qui sont loupées et des vraies situations
et des vraies situations chaudes qui ont été loupées. Bien sûr, on peut voir le verre à moitié plein en se disant bon bah écoutez, l'Uruguay a fini par égaliser, donc ça peut totalement s'entendre. Maintenant, de l'autre, je l'ai dit tout à l'heure pour la phase défensive, si tu règles pas l'efficacité dans les deux zones de vérité d'un match de foot, et j'invente rien, hein. Ça marchera pas, ça collera pas. Donc là, ce qu'il va falloir vraiment pour cet Uruguay, pour pas devenir un flop annoncé de ce mondial, c'est vraiment d'être efficace dans les deux zones. Et dans la première, c'est celle des buts, c'est-à-dire de la phase défensive. Je sais pas comment tu peux faire. Je sais pas comment tu peux faire. Là, t'es peut-être face à un creux pas générationnel, mais t'as peut-être un vrai problème dans ton effectif, dans la génération des joueurs, dans tout ça. Mais c'est une réalité. Là, tu te retrouves avec aucun gardien sur lequel tu peux te référer. Donc, bien sûr, le gardien est pas le garant obligatoire du bon parcours. Il y a des équipes qui ont fait des bons parcours avec des gardiens vraiment très moyens. Mais réfléchissez un petit peu, ils sont quand même peu. Donc là, ça peut aller dans le sens où l'Uruguay peut être trahi par ce gardien parce qu'il est pas fiable. Et pourtant, rien à dire, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le meilleur gardien de l'histoire de l'Uruguay, hein. Il était là en 2010, il gagne la Copa América, c'est un peu une légende à Galatasaray. Enfin, il y a rien à dire sur Fernando Muslera. Mais en 2026, c'est plus possible. C'est plus possible de le voir encore en capacité de jouer. Et là, dans ce type de match-là, oui, voilà, je l'ai dit, l'Arabie Saoudite a pas beaucoup, hein. L'Arabie Saoudite a pas beaucoup. Elle se retrouve avec juste, je regarde, ouais, 7 tirs contre 27. C'est aussi pour vous montrer à quel point l'Uruguay a dominé la rencontre et a eu aussi un problème dans la surface de réparation. C'est adverse. C'est que 27 tirs, tu marques qu'une seule fois. Ouais, il y a un problème d'efficacité. Donc, il y a déjà ce problème-là pour l'Uruguay. Comme je l'ai dit, peut-être que en l'absence enfin, avec un Jiménez qui est pas, peut-être pas au top, peut-être qui est pas au max. Araujo qui est pas là. Parce que faut penser que Araujo était pas là non plus, pas Maxime et Ronald. Est bien obligé de bricoler une défense. Et donc Cáceres, Oliveira, pourquoi pas. Et dans l'ensemble, hein, j'insiste dessus avec Oliveira, mais Oliveira, c'est pas forcément une mauvaise chose que de le voir à ce poste-là, hein. Mais c'est pareil que pour Muslera, si tu veux une vraie défense centrale de haut niveau, ouais, le casting pour moi, il colle pas. Il colle pas pour le fameux bon parcours. Donc ça, c'est un souci. Les latéraux dans ce type de match-là, que ça soit Viña ou que ça soit Varela, sont pas extraordinaires, mais ils ont pas grand chose à faire parce que l'Arabie Saoudite, à partir du moment où ils ouvrent le score, ils refusent quand même un petit peu le jeu et en tout cas ils reculent quand même de 20-30 mètres leur ligne de récup. Donc ils ont pas été extraordinaires. Voilà, je pense que le salut venait pas à ce niveau-là. Ugarte, Betancourt, alors on est un peu dur avec Ugarte parce que bien évidemment on le connaît, hein, Ugarte, on l'a vu en Ligue 1, on sait le joueur que c'est. On est un peu dur, mais je l'ai vu quand même essayer de tirer, de mettre toute sa grinta,
Tagara, comme on dit, je crois là-bas. Je vais pas faire l'expert, mais je crois que c'est ça. Ouais, j'ai pas envie de le sanctionner. Et Betancourt, oui, c'est toujours la même chose. C'est que ça reste un joueur tellement utile, tellement important et plus ou moins classe dans sa manière de jouer, de relancer, voilà. Maintenant, oui, c'est pas le meilleur match de Betancourt, hein, on va pas se mentir, c'est pas, mais il est quand même intéressant. Fede Valverde, bah, je l'ai dit, Fede, on attend plus, c'est le leader, c'est le capitaine, hein, vous voyez en haut à droite, hein, c'est par lui que ça doit passer aussi, même si faut jamais se tromper. Federico Valverde, c'est c'est pas un 10, c'est pas un F&demi ou ce genre de gars-là qui peut marquer à tous les matchs et qui va forcément faire stater à tous les matchs. Mais on attendait peut-être un peu plus de justesse technique et un peu plus rassurer ses partenaires. Bon, il a pas lâché, hein. Il a continué jusqu'à la fin, mais oui, je pense qu'on attendait un peu plus de lui. Bon, Vignas, moi je la place. Pour moi, c'est pas lui qui doit jouer à ce poste-là. Alors évidemment, DS Carreta est pas là, donc évidemment, euh, il y a un manque à ce poste-là, mais vivement qu'il revienne, hein. Je sais pas s'il sera en capacité. Je vois qu'il y a du monde sur le chat. Si vous avez cette info, donnez-la moi. Mais si DRSK Eita vient à revenir, ça peut aussi changer la phase du jeu de l'Uruguay. C'est un très très beau joueur de ballon. Voilà, à l'aise en plus dans ce poste de 10 ou 9,5. Pour moi, c'est lui qui doit avoir cette place-là. Et puis Maxi Araujo. Si on doit mettre un gars en valeur sur ce match-là, bah c'est lui, parce qu'évidemment il y a le but, évidemment que ce but en plus il est super important pour la suite de la compétition. Mais j'ai aimé son attitude, sa capacité à prendre les espaces, à tenter, à être volontaire. Lui, il s'est pas caché. Vraiment, il s'est pas caché du tout. Et dans ce type de match où on voit bien, il y a beaucoup de joueurs qui ont été peut-être un peu paralysés par l'enjeu au fur et à mesure de la rencontre. On parle pas d'une équipe qui est c'est pas l'équipe de 2014, c'est pas l'équipe de 2010 qui avait un énorme mental, une énorme confiance en elle. Là, on part de plus loin. On part avec des joueurs qui n'ont pas forcément le même vécu, et ça s'est senti. Et lui, bah ouais, franchement, il m'a semblé répondre aux attentes d'une Coupe du Monde. Donc j'ai envie un peu de le mettre en valeur parce que oui, c'est peut-être grâce à ce Maxi Araujo que l'Uruguay va peut-être pas flopper. Parce que le dernier qui reste, j'ai commencé un tout petit peu à en parler tout à l'heure, hein, les copains. Mais Darwin, pas possible, hein. Ah ouais. Alors déjà, j'ai trouvé avec un peu de bidou. Voilà, un peu de ventre. Il y a un peu de ventre pour l'ami Darwin Nunez. Alors je sais pas si c'est les shawarma, je sais pas si c'est les petites pâtisseries, si c'est je sais pas, j'en sais rien. Mais par contre là c'est pas il est pas fit. Et je m'étais fait la même réflexion avec Retegui il y a quelques mois pendant le barrage du mondial de l'Italie. Ouais, OK, peut-être que il continue de planter et il marque des buts du côté de, je crois que c'est Al Hilal, mais il y a un côté physique où il est pas fit. Enfin, je l'ai pas trouvé fit. Et dans le combat, dans ce que on demande à un numéro 9 dans ce type de cas, je l'ai trouvé en deçà de ce qu'on peut attendre. Donc Darwin, il va falloir vraiment très très vite que tu nous élèves le niveau de jeu, hein, parce que pareil, si on veut que l'Uruguay soit en capacité d'aller plus loin, de se qualifier pour les 16e et tout ça,
il va falloir très, 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 très vite élever le niveau de jeu, hein, parce que c'est sur lui que ça compte, hein. Alors après, peut-être que Bielsa peut avoir d'autres options, mais il y en a pas 150, hein. Il y en a pas 150. Il pourrait peut-être, à la limite, y avoir Rodrigo Salazar, mais voilà, ça serait peut-être, allez, à la limite, ça serait peut-être le, la, oui, voilà, l'idée peut-être de Bielsa, mais pareil, quoi. On peut pas réellement parler d'un gars sûr. Maintenant, c'est un gars qui a marqué 16 buts en 28 matchs. Peut-être que ça peut être lui. Peut-être que ça peut être lui l'option, parce qu'en tout cas, là, sur ce qu'on a vu de Darwin Nunez, vraiment, hein, j'insiste, hein, pas bon. C'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Donc, voilà, le 11, je l'ai dit, c'est pas qu'il est incohérent, mais il y a 2-3 choses peut-être à changer. Maintenant, c'est la photographie d'un premier match. Pour le deuxième match, alors on aurait pu se dire à première vue, bon, ils sont passés à côté contre l'Arabie Saoudite, ça va, ils vont pouvoir se rattraper avant d'avoir le dernier match contre l'Espagne. Sauf que le Cap-Vert, on parle, je sais pas si c'est un cadeau, hein, de les jouer. Je sais pas du tout si c'est un cadeau de jouer le Cap-Vert. Donc là, les Uruguayens, ils vont devoir hausser le niveau de jeu et surtout le niveau d'efficacité. Parce que je sais pas si le gardien capverdien, Vozinha, qui devient maintenant une star des réseaux sociaux, je sais pas si ce Cap-Vert va être en capacité de pouvoir tenir le même niveau d'exigence défensif. Mais si l'Uruguay a autant de difficultés que face à l'Arabie Saoudite, les Uruguayens, ils vont se retrouver dans un piège, hein. Et attention à ce que le Cap-Vert vienne pas sur la fin à venir choper la victoire au nez à la barbe des Uruguayens, hein. Donc bien sûr que tout reste à jouer dans ce groupe. L'Espagne a fait match nul donc, contre le Cap-Vert et l'Arabie Saoudite a fait match nul contre l'Uruguay, donc tout le monde est à un point. Sauf que voilà, l'Uruguay, si on regarde avec un peu de hauteur, on peut se dire que l'Uruguay a loupé une occasion de prendre 2 points d'avance sur l'Espagne. Parce que sur le papier, on peut m'expliquer, moi, que l'Arabie Saoudite a progressé et je ne dis ce qu'on vient pas. J'ai vu aussi des choses intéressantes sur le papier, mais sur le papier, pour moi, excusez-moi, je suis peut-être un peu à l'ancienne, mais pour moi, l'Uruguay, ça doit prendre les 3 points. Et l'Uruguay qui prend pas les 3 points dans ce genre de match-là, ça peut être synonyme d'une compétition vraiment très très compliquée, très très compliquée. Donc à voir pour le fameux flop annoncé. Je l'espère pas, parce que comme je le dis, c'est une sélection que j'apprécie particulièrement et que et pour lequel j'ai beaucoup d'affection pour les joueurs, vraiment. Alors c'est peut-être pas populaire, mais à Luis Suarez, j'ai toujours adoré le joueur que c'était. Je parle pas de l'extra sportif et tout ça, et les morsures. Je parle juste du joueur que c'était, et Edinson Cavani, chose. Ceux qui suivent la chaîne savent mon amour, et pourtant c'est un interiste pour Alvaro Recoba. Voilà, j'ai beaucoup d'affection et j'aimerais pas perdre l'Uruguay dès le premier tour dans ce mondial aux États-Unis. Voilà, j'aimerais bien quand même que l'Uruguay aille un peu plus loin. Maintenant, j'ai un peu peur parce que je le dis, le match contre le Cap-Vert, ça va pas être forcément super simple. Il va falloir hausser sensiblement le niveau de jeu parce que sinon ça va pas être possible. Et alors contre l'Espagne, il va falloir encore plus le hausser. Donc tout va se jouer pour moi, mine de rien, pour ce match face au Cap-Vert. Malgré le coup de force réalisé par les Cap-Verdiens, je pense que l'Uruguay reste favori de ce second match. Maintenant, va pas falloir déconner.
Va pas falloir déconner parce que le match d'après, c'est l'Espagne et l'Espagne qui risque d'avoir Lamine Yamal. Donc, on peut légitimement se dire que l'Espagne monte en puissance un peu et ça serait trop difficile pour l'Uruguay. Donc, pour pouvoir se qualifier et espérer aller plus loin, il faut 4 points. Il faudra 4 points dans le cas de l'Uruguay. Donc, victoire impérative contre le Cap-Vert, mais je la place. Ce match-là me hype déjà. Sur le papier, avant le début du mondial, ça faisait partie des affiches Coupe du Monde qui m'intéressaient toujours. Amérique du Sud, Afrique. Mais là encore plus avec les matchs nuls respectifs. Ouais, j'ai bien envie de voir ce que ça va nous donner. Donc voilà, pas encore flop annoncé. On va pas tout de suite mettre la charrue avant les bœufs. Je suis désolé, j'ai pas d'autres métaphores d'autres proverbes qui m'arrivent. Désolé, c'était le premier. Et donc on va pas trop se hâter, on va attendre. Mais ça commence mal, ce match nul. Bah, il m'inquiète quand même. Donc à voir sur la durée. Et puis toute dernière chose, parce que on peut pas faire un débat sur l'Uruguay sans parler d'El Loco. Pour lui aussi, évidemment, j'ai envie que ça aille plus loin. Mais j'ai envie que il puisse trouver la bonne formule. J'ai vraiment envie qu'il puisse trouver la bonne formule. L'adhésion au coach, je sens qu'il y a aucun problème là-dessus. On est sur un coach qui est respecté et qui est écouté par ses joueurs. Par contre, est-ce que ça sera suffisant pour pouvoir faire le gros parcours? J'en sais rien. Je le trouve un peu affaibli. Je le trouve un peu affaibli, notre Marcelo. Après, les années, elles passent, hein. Donc, je pense qu'il doit s'approcher des 70, s'il les a pas déjà. Je le trouve un peu affaibli et peut-être plus avec la même grinta lui aussi. Mais c'est un tel plaisir. C'est un tel plaisir de le voir sur le banc d'une sélection. Oubliez tout ce qu'on a pu dire sur Bielsa, la glacière et tout ça. Juste profitons d'avoir cet entraîneur là pendant cette Coupe du Monde qui coach peut-être pas la meilleure version, peut-être que son Chili en 2010 est peut-être bien plus séduisant. Après, c'est pas la même génération aussi, mais peut-être qu'il a perdu un peu de son énergie, mais ça reste Marcelo Bielsa. Donc, s'il vous plaît, les dieux du foot, nous enlevez pas Marcelo. Nous enlevez pas Marcelo de cette Coupe du Monde très rapidement. Je voudrais bien quand même qu'on puisse le voir encore un petit peu. Voilà les copains, moi je vais m'arrêter là. Il y a pas de réaction sur le chat, hein. J'ai vu pas mal de monde sur le live, mais pas de réaction. Donc je pense que je vais m'arrêter là. On va bientôt en plus démarrer la journée de Coupe du Monde, parce que pour ceux qui sont en fin de journée et qui se disent oh bah il est 20h30, bientôt 20h30, bon allez encore quelques heures et on va se coucher. Non, là on commence. Là on commence la journée côté FC Copain. Donc dans un peu plus de 3 heures, on va se faire le débrief de ce États-Unis Australie. Il va être très très short l'enchaînement entre le Écosse Maroc et Brésil Haïti, mais on va être là. On poussera peut-être le début du live du Maroc. On fera peut-être une couverture un peu plus longue parce qu'il y aura forcément, je pense, un peu plus de monde pour ce match du Maroc contre l'Écosse. Et puis après, on enchaînera sur Brésil-Haïti, pour un peu sympa. Et puis on terminera, parce que c'est pas terminé, on terminera à 5h du mat. Mais oui, c'est ça qu'on aime, avec un Turquie-Paraguay. Et évidemment, on sera là. Je serai peut-être avec des copains pour faire le débat. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous avez envie de participer à ces vidéos et venir faire des débriefs après match,
entre copains, bah, n'hésitez pas. Je la replace, copainfc@gmail.com et on prend contact et vous venez faire un petit coucou sur la chaîne de manière ponctuelle ou régulière. C'est à vous de voir. Voilà, le live va être dispo dans quelques minutes en replay sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, même après le débat. On répond aux meilleurs commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, je le dis à chaque fois, mais on en a besoin. On a besoin que vous vous abonniez pour grandir de plus en plus et toujours continuer à vous proposer du contenu. Alors, de qualité, c'est vous qui décidez, mais on essaie toujours de produire du contenu. Et puis, bah, comme d'habitude, vous connaissez la chanson. Si vous êtes abonné à la chaîne, vous savez qu'OFC Copains, on est ouvert toute l'année et encore plus pendant le Mondial 2026. Ciao, ciao les copains. Ciao.